Cosa, agence de communication et e-commerce. Et la veille 360, c'était un article ne vaut que si il y a un suivi sur les réseaux. Un très bon article, même du Monde, mais qui n'est lu que par 2 personnes, ça n'intéresse pas pour une veille de e-réputation. Ouais. En revanche, un petit article, mais qui génère beaucoup de réactions, qui va générer d'autres articles dans la presse, qui vont générer eux-mêmes. Ben voilà, et là, on a soit une crise, soit une bonne com. Mais il se passe quelque chose. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseils, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yann Gilbert de Bots Corner. Yann, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, on va parler de la partie immergée de l'iceberg numérique. On parle souvent à ce micro d'audience, d'abonnés, de lecteurs, mais on oublie qu'une immense partie de ceux qui parcourent les sites médias, ce ne sont pas des humains, ce sont des robots. Mais aussi derrière ces robots, c'est des entreprises, des administrations ou des plateformes qui consomment, qui viennent capter de la valeur. Donc on va parler de tout ça. On se connaît depuis un moment, je le mettais en préparant l'épisode, ça remonte un petit peu. Alors c'est pas si vieux que ça, c'est 2012 quand je représentais Press Reader et tu gérais les enjeux numériques du Nouvel Ops, je me rappelle, place de la Bourse. Ah oui, je me souviens bien, oui. de cette époque. Ouais. Voilà, alors depuis je rappelais ça parce que ça quand même beaucoup de choses ont changé, l'environnement a totalement changé, j'ai l'impression, en 14 ans. Toi, t'as quitté les rédactions pour cofonder Bots Corner et aider les éditeurs à voir l'invisible, à trier le bon gré de livret dans les logs. Et surtout, l'objectif, c'est de transformer ce trafic en levier de négociation. Donc vraiment, je suis ravi de te recevoir, Yann, pour parler de tous ces sujets. C'est des sujets qui sont un peu techniques, qui sont pas évidents forcément tout de suite à appréhender. On n'en a pas forcément même idée, on sait pas forcément que ça se passe et pourtant ça devient des énormes enjeux. Je parlais un peu de l'évolution depuis cette période où tu étais au Nouvel Obs. Quel regard tu portes sur l'évolution de la valeur du contenu? C'est un peu ce que tu défendais déjà, et je parlais de Press Reader parce qu'on parlait déjà de la valeur du contenu. Est-ce que je la mets sur tel kiosque, etc. Quel regard tu portes sur cette évolution de la valeur? La valeur du contenu, en 2012 encore, elle était un peu remise en cause. C'était encore le modèle du tout gratuit. Il fallait donc laisser tout ouvert pour que tout le monde passe dessus. Ouais. Et voilà, donc ça, on était vraiment sur de la notoriété au maximum. Et moi, je pensais au contraire qu'il était préférable de mieux contrôler les accès et de ne pas laisser tout en gratuit. À ce titre, on me reprochait souvent de penser comme un vieux, je me rappelle. Je ne t'aimais pas à l'époque. Je sais. Tu nous as dit non pour Press Reader, mais je pense que tu avais raison. Oui. En fait, j'ai lu énormément de livres de diplomatie. Le marketing et la diplomatie sont pas mes forts. Et donc, effectivement, j'ai reçu de manière assez abrupte toutes ces propositions comment dire, commerciale qui me semblait distribution du contenu. Ouais, voilà, mais qui en gros c'était une des intermédiations qui me dérangeait un peu. Ouais. Donc on parle souvent donc de robots. Moi, je fais un fast forward sur aujourd'hui, mais toi tu préfères parler de cartographie du trafic B2B. Est-ce qu'on a tort de voir que des machines, puisque c'est là en fait où c'est des entreprises derrière, c'est vrai qu'on parle souvent des logs, de robots, on parle il faut bloquer ou pas les robots. Mais toi, cette notion de cartographie, c'est important? Alors c'est
primordial en fait. Quand on a commencé à s'occuper de ça, en fait, ça remonte à même avant les crawlers. Tu peux nous raconter la genèse, d'où vient le projet? Alors le projet, ça vient déjà des couloirs du Nouvel Observateur, qui est un groupe qui était assez incroyable, qui a été fondé par Claude Perdriel, qui déléguait beaucoup d'activités à tout le monde. En fait, dès que quelqu'un avait envie de faire quelque chose, on pouvait aller le voir, lui proposer le projet. Voilà, le projet. Et assez rapidement, c'est un homme très intelligent. Il notait 2-3 trucs sur son petit calepin comme ça, et il disait vous devriez faire tant de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, allez-y. Et objectivement, de manière assez incroyable, c'est prévisions étaient souvent justes. Oui. Alors que moi, quand je suis allé voir pour ces projets-là, j'avais aucune idée du chiffre d'affaires que j'allais faire. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le nouvel Ops. Il y avait une autre particularité à l'Ops, il n'y avait pas de direction juridique. Donc voilà, on était très libre de faire un peu ce qu'on voulait, mais avec les avantages et inconvénients. Voilà, ouais, c'était bon. Je préfère quand même qu'il y ait une direction juridique personnellement. Ouais. Mais voilà, donc assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte. Et alors, c'était lors d'une mission qu'on m'avait demandé de faire en plus d'autres choses. On m'avait demandé d'informatiser la documentation, et donc pour informatiser ses propres contenus, c'est assez facile. Faut XMLiser, mais pour les confrères, là, ça commençait à poser un problème, c'est que je ne pouvais pas XMLiser sans leur demander leur accord. Là, on m'a signalé des entreprises qui scannaient la presse, etc. Et donc, je les ai reçus. Donc, ça coûtait, je sais plus, 1 euro la page. Voilà. Et dans la discussion, le type qui me présentait son service me dit, mais si d'ailleurs vous me donnez vos contenus avant qu'on les scanne, c'est-à-dire avant la parution en kiosque, je pourrais vous faire même une remise sur tout ce que je fais. Et là, je dis, mais pardon, mais comment ça me semble étrange. Donc je note et j'enquête et je me rends compte en fait que ces sociétés que on ne connaissait absolument pas à l'Obs parce qu'on faisait du B2C nous, et avaient pris le marché du B2B depuis longtemps, et que le numérique de l'époque, c'était pas les réseaux encore, c'était des scans, c'était des CD-ROM qui étaient envoyés dans des entreprises. Ça, grosse base documentaire de la veille de presse. Voilà. Ça avait déjà enlevé les services documentation dans des grandes banques, etc. Les grandes banques que nous, à l'Obs, on traitait comme des... En direct, en B2B. Ouais, qui avait le nom du type qui recevait 50 journaux, par exemple. Mais qui, aujourd'hui, n'en reçoivent plus que 1 ou 2. Et donc, il y avait eu une baisse des ventes sur ce B2B qui a été directement liée à cette activité, qui avait remplacé les services de documentation. C'est des boîtes... Kantar, Factiva. Voilà, c'était ce genre de boîte mais qui ont pignon sur rue. Alors pardon, qui captaient les contenus, les payaient pas. Alors en fait, ça avait commencé, à mon avis, sans payer. Après, il y a eu le Centre français de la copie qui avait été alerté par, je pense, Philippe Janet à l'époque, qui dirigeait leséchos.fr et qui avait dû mettre en place un système pour les éditeurs. Enfin bon, tout ça, c'est il y a longtemps. C'était avant que j'arrive même à l'Obs. Ça avait commencé, mais c'était géré plutôt par les Échos qui eux ont une vision plus nette du B2B que l'Obs qui était du B2C. On s'en moquait. Nous, c'était plus marginal chez vous que aux Échos. Voilà, à l'Obs, on avait 420 000 abonnés à l'époque, papier, et la publicité marchait très bien. Donc, c'est pas un gros sujet. Non. Voilà. Donc en fait, assez rapidement après, on est passé de ces scans à des services SaaS, et là, c'était assez net que le problème de base, c'était une intermédiation par des sociétés qui touchaient de plus en plus de clients potentiels, et donc le problème central, c'était le droit d'auteur pour pouvoir suivre la diffusion de ces contenus hors de nos canaux habituels qui étaient l'abonnement et les kiosques. Ouais. Voilà. Et donc c'est là où j'ai demandé à Claude Perdriel de pouvoir m'occuper de ce genre de service, et j'ai eu le droit à absolument tout. Enfin, en enquêtant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines boîtes qui avaient pu obtenir un numéro de kiosque, par exemple, pour recevoir les magazines la veille pour pouvoir les scanner, alors qu'ils n'étaient pas des kiosques. Oui, non, c'était virtuel, quoi. Non, en gênant ces sociétés qui n'étaient pas tout à fait en règle avec tout le monde. Ceux qui avaient déjà signé avec le CFC, ce qui n'était pas notre cas à l'époque. Ouais. Oui, c'était encadré, mais nous, on n'avait rien. Donc vous ne receviez
aviez aucun droit d'auteur là-dessus. Là-dessus, non, puisqu'on n'avait pas, on n'était pas dans un cadre, dans un deal. Voilà. Et donc là, j'ai eu des menaces de gens qui étaient dans des syndicats de presse et qui pensaient bien faire, je pense. En fait, ce marché était tellement opaque et caché que les gens en parlaient sans vraiment le connaître. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai signé des accords en direct avec des sociétés, accompagnés d'audits, entre guillemets. C'était juste des vérifications que le contrat était bien suivi. Or, il ne l'était pas. Et donc, assez vite, j'ai eu des problèmes dans mes négos. J'ai monté un groupement d'intérêt économique qui permettait d'agréger d'autres éditeurs qui m'avaient donné un mandat pour négocier avec eux. Donc quand en 2012 le GIE était monté et je représentais déjà les intérêts de beaucoup d'éditeurs confrères et concurrents même. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est un GIE, tout était clair, l'argent qui rentrait, tout le monde le voyait. Voilà. Et donc et là, le chiffre. Premier coup de pied dans la fourmilière, quoi. Ouais. Et surtout, grâce aux audits. J'ai pu me rendre compte que le marché glissait. Tout va très très vite. Les scanners s'étaient terminés, la presse papier n'était plus prépondérante. La source principale. Voilà, et donc désormais on passait à une veille 360. Et là je m'occupais que de la veille. Donc les utilisations numériques dans un cadre de veille et la veille 360, c'était un article ne vaut que si il y a un suivi sur les réseaux. Un très bon article, même du Monde, mais qui n'est lu que par 2 personnes, ça n'intéresse pas pour une veille de e-réputation. Ouais. En revanche, un petit article, mais qui génère beaucoup de réactions, qui va générer d'autres articles dans la presse, qui vont générer eux-mêmes. Voilà. Et là, on a soit une crise, soit une bonne com. Mais il se passe quelque chose. Et c'est ça ça a de la valeur. Voilà, ça a de la valeur. Ouais. Et donc, en tirant un peu le fil, tu réalises, je reviens sur un peu la genèse de Bots Corner, que ça passe de plus en plus, effectivement, techniquement, par des robots qui viennent chercher le contenu directement. Et donc, tu sens que, voilà, il y a un trou dans la raquette quelque part au niveau de la surveillance des médias et qu'il faut que quelqu'un prenne ce dossier à bras-le-corps et tu t'y colles. Exactement. En fait, quand j'étais à l'Obs encore, je voyais donc ces nouveaux acteurs qui arrivaient, des pure players, mais qui ne signaient avec personne. Alors, on peut plus les appeler des pur pillards, quoi. C'est-à-dire que ils étaient sur le marché à proposer tout un tas de services à partir des sites de presse et on ne les voyait pas sur nos serveurs. Ouais. Et donc j'avais demandé aux directions techniques de l'Obs, mais ils me disaient non, il y a pas. Et en fait, ils ont pas d'accès, ils n'existent pas. Ça n'existe pas parce que la direction technique et la direction commerciale ne se parlent pas et que un crawler commercial va se faire passer pour un humain. Donc un directeur technique, il va regarder le trafic entrant, un navigateur qui passe, qui demande des pages, très bien, on lui donne des pages, tout va bien. Et puis un mauvais robot, techniquement mauvais, qui met en cause la sécurité de l'infra, celui-là va être adressé par la technique. Ouais, par l'IT qui va voir. Ça c'est normal, c'est son boulot premier. Parce que c'est ça, on imagine souvent, nous, quand on parle de robots, d'attaques massives, des DOS, alors que le crawl commercial dont tu parles, lui, il est plutôt bien fait, il est presque invisible. Il faut qu'il soit invisible. Donc, de toute façon, un journal, même un très grand journal, ne va produire que, entre guillemets, 250 à 400 articles nouveaux par jour. Donc, voilà, si vous avez un robot qui prend 10 IP et qui vient chercher 40 pages, ça rentre dans un flux. Millions de visiteurs. Ouais, c'est une aiguille dans une botte de foin. Bien sûr. Et si vous êtes à l'échelle d'un seul éditeur, 40 pages demandées par une IP, c'est invisible. Ça ne se voit pas. Mais quand vous avez, et c'est là l'intérêt de Bots Corner, quand vous avez les logs, 50 éditeurs qui sont branchés, et j'espère plus demain. Mais 50 éditeurs qui sont branchés, c'est 400 demandes multipliées par 50. Alors là, ça passe par-dessus tout ce que vous pouvez voir en termes de trafic humain. Donc c'est comme ça que vous arrivez, vous, à voir qu'une visite vient d'une entreprise en particulier, ou d'une administration, ou d'une plateforme. C'est comme ça qu'on a commencé, parce que maintenant on a évidemment, ça, depuis 2017, un peu amélioré les outils. On peut croiser beaucoup d'informations. Donc c'est
une des manières de voir qu'il y a un volume étrange, surtout quand ça passe sur Biba et sur les échos dans la foulée. Ça, il doit y en avoir comme des utilisateurs qui regardent Biba et les échos. Certainement, mais de là à prendre 4000 pages ouais, c'est en ça. allant chercher des recettes de cuisine et aussi des petites annonces chez La Vie de l'Auto. Ouais, Donc bon, on est quand même sur un cadre un peu particulier. Et tu parlais donc d'une cinquantaine d'éditeurs, que des éditeurs en France? Alors non, on a des éditeurs en Allemagne. On a travaillé avec la Frankfurter Allgemeine Zeitung. D'accord. On travaille avec C'est pas là où travaille Daniel Dome de Prisma, non, pardon, il était pas là-bas. Je sais pas, j'ai un flash pardon. Je sais pas, pardon. Non, je sais pas, non. Là, on fait un test avec Axel Springer. Avec un test avec une société d'auteurs aussi, parce que je compte beaucoup sur les sociétés d'auteurs en fait. J'espère en avoir le plus possible. Je travaille au Canada. Tu peux rappeler un petit peu ce qu'est une société d'auteurs et pourquoi toi tu veux particulièrement travailler avec elle? Quel est l'intérêt dans l'organisation de cette riposte? Une fois que vous avez l'information qui vous remonte par Bots Corner, vous voyez normalement assez vite quelle stratégie vous allez pouvoir élaborer. Déjà, on sépare les proxys d'entreprise et d'administration des robots, et donc vous pouvez regarder vos abonnés ou pas dans des grandes entreprises qui viennent, je sais pas, chercher 4000 articles par jour. Sont-ils abonnés chez vous ou pas? S'ils sont pas abonnés, mais il y a quand même une appétence, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et puis sur tous les crawlers commerciaux, et c'est bon là le cœur de notre métier quand même, vous allez pouvoir élaborer une stratégie et vous dire par exemple je suis dans la presse spécialisée, j'ai 10 journalistes, j'ai des abonnements très chers pour une petite population très ciblée, et je vois tous ces prestataires qui passent. Celui-là, je vais le voir en direct et je vais négocier en direct avec lui. Ces 2-3 là, peut-être qu'il y a un moyen de faire un accord ou un partenariat gagnant-gagnant. Et puis tous les autres, je saurais pas m'en débrouiller. Je peux éventuellement déléguer à un mandataire. Parce que je suis trop petit, j'ai pas le temps, ils sont trop gros, ils sont aux États-Unis, je sais pas comment faire. Quoi. Exactement, voilà. Et donc là, on a tout l'intérêt d'une société d'auteurs qui peut prendre tout ou partie de ces négociations, parce qu'elle aura le poids justement donné par plein d'éditeurs. Moi, ce poids, c'est une question de poids. C'est ce que j'ai expérimenté quand j'avais mon GIE et qui était entre guillemets petit, mais on avait une vingtaine de titres, je crois. C'est pas assez. Non, c'est qu'à l'échelle mondiale. Mais ça permet quand même de bien négocier, surtout quand vous fermez un secteur. Oui. Voilà. Si toute la presse éco, par exemple, négociait. Pas d'une seule voix. Ouais. Parce que si Là, on parle avec 4-5 GAFAM qui sont très puissants. Mais si en phase 2, ils avaient un seul éditeur, les rapports de force seraient bien inversés. En fait, voilà, c'est dans cette optique-là que j'invite, une fois qu'on a donc toute la cartographie des robots qui est mise en place. Voilà, pour reprendre dans les étapes, toi là aujourd'hui l'enjeu c'est qu'effectivement tous les éditeurs, un maximum d'éditeurs prennent conscience de ça en te confiant leur log, et tu leur prouves par A plus B ce qui se passe dans leur trafic. Et une fois qu'on a donc identifié et fait cette prise de conscience, cet éveil, comment on transforme tout ça en opportunité business? Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, on a actuellement, on travaille avec des éditeurs qui négocient beaucoup en direct. Ils ont mis en place des task force très opérationnels. Voilà, avec le service juridique, commercial et technique qui travaillent ensemble à partir des données qui leur remontent de Bots Corner et qui élaborent des stratégies gagnantes sur. Alors c'est difficile. Je sais pas qui tu peux citer, mais bon, tous les éditeurs n'ont pas la capacité de monter une task force comme ça pour connaître un peu le secteur. Alors il y a les gros, oui, tu vois, les PQN, les grands groupes de presse, mais tout le monde peut. Tout le monde faire ça. Non, tout le monde ne peut pas faire ça, bien sûr. Après, encore une fois, quand on a un service qui est vraiment de niche, de presse spécialisée, c'est très couru, par exemple, par les IA actuellement. Oui. Voilà, pour l'enrichissement des LLM, plus le contenu est cible et niche, plus c'est important. Je le vois. Plus la valeur. Je le vois bien là. Il y a pour ne pas citer le web indexeur de Meta qui passe sur 2 sources qui sont entre guillemets des petites sources très spécialisées et pas sur les grands généralistes pour l'instant. Ils doivent pas avoir le droit. Enfin,
D'accord. Et ça, pardon, mini aparté, je me place côté de Meta, en l'occurrence, que tu cites. Comment ils trouvent ces sites-là et l'importance de ces sites, parce que c'est niche. Je veux dire, il n'y a pas un humain qui se dit, ah tiens, tel journal, il est vraiment bien, il serait bien qu'on aille le crawler. Ils ont des gros algorithmes qui sont capables d'aller identifier la pertinence d'une source, etc. Je suis pas chez eux, malheureusement. Moi, je ne vois que les logs, hein, donc je vois le résultat d'intention que je pourrais leur prêter. Mais ils les trouvent, en tout cas, ces petits médias très niches. Ah, ça, ils les trouvent bien, voilà. Et ça remonte. Donc il y a une démarche. Enfin, on peut pas aller chercher un site comme ça par hasard et ne pas aller chercher le Figaro, le Monde, les Échos, le Parisien. C'est ça qui serait étrange. Ouais, c'est clair. Et donc certains ont monté ces task force. On négociait en direct. Tu peux. Alors on connaît l'exemple du Monde qui allait signer avec des OpenAI et d'autres signatures, d'autres LLM, des Meta, etc. Aujourd'hui, eux sont prêts. Voilà, quand on arrive à leur montrer, on peut aller négocier avec eux en direct comme ça. On frappe à la porte, on dit coucou, ça y est, j'ai identifié le trafic. Trouvons un deal. C'est pour ça, je pense que c'est bien aussi que le juridique soit dans la place. À partir du moment où on repère un scrapping à vocation commerciale pour utilisation des données qui remontent, dans ces cas-là, je pense que le juriste va regarder 2-3 éléments qu'on lui remonte. Par exemple, est-ce que le robot demande consulte robot.txt? Est-ce qu'il est nommément dis-hello dessus? Est-ce qu'il s'en fout? Ou est-ce que il regarde puis avec la même IP mais sans le user agent, il prend quand même? Ou avec une autre IP mais enfin du même groupe. Enfin voilà, donc tous ces éléments vont remonter comme des preuve juridique, ça c'est le juriste qui va mettre en place son dossier. Il va faire passer un agent assermenté qui va regarder ses logs. Ces logs, de toute façon, il les garde pendant, c'est une obligation, pendant 1 an. Donc si on conteste ce que l'on voit sur Bots Corner, qui n'est que la reprise des logs, nous on les invente pas, mais on pourrait dire non, c'est Bots Corner, très bien, on va aller les chercher directement à la source, chez Akamai ou chez dans l'endroit où et là c'est certifié, etc. Ok, donc je reviens légèrement en arrière sur ces sociétés pour la gestion des droits d'auteur. Effectivement, l'intérêt de se mettre plusieurs, c'est qui aujourd'hui en France les structures, les bonnes structures justement pour faire le poids? Alors les bonnes structures, il y en a beaucoup. Alors, quand on sort de l'éditeur lui-même, qui est assez puissant pour aller chercher des accords, quelques-uns qui sont assez bons. Il y a des structures syndicales. La PQR, par exemple, a une structure syndicale forte. Il y a l'Alliance. Donc tout ça c'est un peu du lobbying. Ou du partage d'informations. C'est très important. Et d'ailleurs, il faut vraiment que les éditeurs se rapprochent de ces groupes, discutent et répondent aux sollicitations qui leur sont faites, même si tout le monde est toujours débordé dans les sites de presse. Mais voilà, il faut vraiment accompagner ce mouvement. Et puis après, il y a des structures vraiment à vocation de négociation. Le DVP qui est présidé par Jean-Marie Cavada, ou le CFC qui vient de connaître sa nouvelle directrice Sabine Madeleine. Voilà, ça typiquement en France, on a ces deux structures, droit d'auteur, droit voisin, qui peuvent négocier. Après, donc le côté lobbying, il y a le Geste aussi qui est très actif sur ces sujets-là. Le Geste est très actif sur tellement de choses. Oui, c'est un des sujets dont bien sûr, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve en plus. Ça, c'est vraiment formidable de ce côté-là, c'est qu'il y a en plus tout un tas de sociétés qui peuvent utiliser les contenus, qui peuvent rencontrer des éditeurs. Donc voilà, ça peut aussi permettre faciliter un peu le dialogue. Et est-ce que tu as des exemples de pilleurs, c'est toi qui l'as nommé, tout comme ça tout à l'heure. C'est pas un terme juridique. Non, c'est pas un terme juridique, mais on voit bien quand même, et on y reviendra peut-être après quand on parlera vraiment spécifiquement un peu autour de l'IA, mais est-ce qu'il y a des pilleurs qui sont devenus des clients officiels, qui ont été identifiés et qui ont accepté de négocier? Oui, en fait, en fait, quand vous demandez une page, vous la lisez pas sur le serveur de l'éditeur. Quand vous demandez une page, on vous l'envoie. Ouais, sur notre navigateur. Donc la structure même de la consultation de page fait de vous un pilleur aussi, puisque vous avez la page chez vous. Et comme
tout le monde a fait ça, depuis Google jusqu'à, enfin tout le monde, hein, c'est à chaque fois demande une page et la récupérer pour la travailler, que les aspects juridiques ont quand même beaucoup fluctué, hein, notamment le droit européen sur ces histoires avant que le droit voisin ne soit voté, ça tombait plutôt côté confiture pour les éditeurs, donc c'était difficile de faire valoir ces droits, et pour les sociétés qui utilisaient les contenus, si on était en mode SaaS, si on travaillait pour un client, on pouvait se dire que finalement le client c'était une copie privée et donc il avait tout à fait le droit de le faire. Ouais. Donc voilà, donc tout ça a été difficile à lire et difficile à amener dans des tribunaux dont les juges étaient peut-être pas non plus tout à fait au fait de ce qui se passait. Donc quand je dis pillard, c'est vraiment c'est que le résultat c'est un pillage généralisé, mais la structure même de la consultation de page fait que de toute façon la page est envoyée et gratuitement et peut être utilisée. Voilà, donc c'est cette manière de consulter les titres s'est faite assez naturellement et a glissé vers une industrialisation de la récupération des pages et de leur utilisation. Ouais, je reviens sur le côté un peu de l'enjeu du modèle éco, savoir si on bloque ou on négocie, comment Bot Corner peut aider à justement à se définir. Donc là, c'est vraiment plus l'outil. Est-ce que c'est une aide au pilotage, savoir si on doit bloquer ou négocier? Alors qu'est-ce qu'est l'outil? Voilà, c'est à part juste identifier, être capable de mieux lire les logs. Le crawler prend la page. Après, qui actionne le crawler et pour quel usage? C'est assez simple. Est-ce que ce crawl, enfin ce scrapping de page va à l'encontre de vos intérêts économiques ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apportera de la notoriété, du trafic, ou est-ce que rien du tout? Ça vous remplace juste parce que c'est finalement plus pratique d'avoir un seul guichet où vous auriez tous vos résumés de ce qui se passe, voilà, et sans jamais consulter, mais au bout d'un moment même oublier les marques de presse en disant voilà, je les ai données au début mais il y a 2 ans à une IA qui maintenant me fait mon résumé matinal. Et c'est ça qui est intéressant parce que et on en parlait là justement un peu avant de commencer l'enregistrement, mais c'est vrai que l'arrivée de l'IA, alors d'un point de vue commercial pour toi, a été une super opportunité. Parce que de quelques acteurs qui faisaient de la veille et probablement recommercialisaient des contenus qu'ils n'avaient pas forcément payés, on est passé à une espèce d'aspiration industrielle avec l'arrivée des OpenAI et consorts. Donc ça a mis, je pense, sur le devant de la scène aussi Bot Corner, dans le sens où voilà, on n'a jamais autant parlé de robots et de savoir s'il fallait les bloquer que depuis l'arrivée de ChatGPT. Voilà, est-ce que tes outils sont devenus voilà les vrais radars de police indispensables? Parce que là, pour le coup, on comprend bien que c'est pas juste un petit manque à gagner, mais c'est même tout l'avenir de la presse et des contenus qui est en jeu. Alors oui, en fait, c'est vrai, ça nous a donné une visibilité énorme. Le côté industriel du scrapping existait bien avant ChatGPT. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. C'est qu'en fait, moi, au début, je savais qu'il y avait un problème juridique et commercial, mais je ne savais pas comment l'exprimer puisque je ne suis pas technicien. Et donc, quand on a branché Bot Corner sur les logs et qu'on a vu on a commencé à voir arriver les premiers éléments, je savais pas quoi on pensait. En fait, vous voyez beaucoup un volume incroyable de données, mais qui pouvaient être des données d'internautes, puisque les crawlers commerciaux généralement se font passer pour des internautes. Donc, on commençait très naïvement par regarder ce que faisait Google pour voir voilà, Google, on sait, voir le pattern. Voilà, il donne son user agent de Googlebot. Le reverse DNS, c'est bien les services de Google. C'est son host. Donc tout est clair avec Google. Mais on voit comment agit un robot avec Google aussi. Donc quand on regarde quelque chose d'autre qui se déclare humain mais qui en tout point fait la même chose que Google, tu dis il y a des similarités, c'est quand même un peu un robot lui aussi. Et donc on commence à remonter ces informations là et on cherche l'origine, on finit par la trouver et on la suit. Une chose très simple, c'est quand on voit que un host s'appelle porte dans son nom crawl, c'est assez simple de penser qu'il crawl. Et donc on voit un robot qui ressemble à Google et qui crawl et qui s'appelle Common Crawl en 2017. Donc on remonte et on se fait bouler parce que c'est en Californie, parce que c'est gratuit, c'est pour la recherche, c'est gentil, c'est etc.
Donc aucun éditeur s'intéresse en 2017 à Common Crawl. Non, puis moi-même, bon, je signale juste, bloquons-le alors. Oui, mais non, c'est pas. C'est du non-for-profit. Ouais, voilà, laisse tomber ça. Concentre-toi sur ce qu'on te demande, les sociétés de media monitoring, mais qui ne sont qu'une petite partie. Là, tout d'un coup, je me rends compte. Je vois que le media monitoring, ça fait partie des choses qui scrapent, mais il y a les datasets. Common Crawl en est un, mais il y en a plein d'autres. Il y a les proxys rotatifs, toutes ces solutions qui permettent de masquer l'origine d'un crawl. Vous allez chercher chez Bright Data, chez tout un tas de sociétés, Oxylabs, etc. Des proxys tournants qui vont venir de Serbie, du Guatemala, de je sais pas quoi. Enfin. Donc là, ça devient technique, mais ce que tu veux dire par là, c'est que en fait, ces sociétés, parce qu'en fait, Common Crawl dont tu parles, au final, ça a servi OpenAI pour alimenter. Et Aliama. Ok. Et donc, ces sociétés font tout ce qu'elles peuvent pour masquer. Alors, c'est ça que tu dis, c'est qu'il Common existe Crawl des outils. ne masquait rien. C'était. Ouais, c'était un intermédiaire. On ne savait juste pas que Liama et OpenAI s'en servaient, mais sinon, eux, c'était très clair. Hein, ce qu'ils font, c'est et ce donc que c'est font. blindé juridiquement. Ce que je veux dire, c'est que si c'est une société non-for-profit qui fait, je sais pas, de la recherche universitaire. Oui, mais enfin, après pour l'édite, voilà. Alors, le truc, c'est qu'une fois qu'on a l'information, c'est qu'on sait que cette société non-for-profit qui est très gentille travaille pour la recherche. Le but non lucratif, pardon. Mais est-ce que c'est la même recherche que la nôtre pour le CNRS? C'est une recherche commerciale en fait. Et en fait, vous allez pouvoir donner de l'argent à cette société qui travaille pour vous, mais qui en fait est un faux-nez parce que Liama, enfin Facebook, a les moyens de crawler en direct. Oui, et les moyens financiers aussi. Pourquoi passe-t-elle pas c'est étonnant. Ouais. Voilà, c'est juste des questions, mais quand vous avez l'information, vous êtes en droit de vous étonner que Facebook passe par Common Crawl, que vous ne le voyez pas, parce que s'il passait en direct, est-ce que vous ce serait probablement fait fermer plein de robinets, quoi. Certainement. Donc ils ont vraiment agi en sous-marin, un peu comme des. Non, mais ça, voilà. Là après, on commence à rentrer dans les procès d'intention. Nous, on peut pas aller jusque là. On n'est pas dans les locaux des gens qui ont décidé de passer par Common Crawl. Ça nous étonne. Donc on le mentionne sur la fiche Common Crawl. Après, à l'éditeur d'agir en conséquence. Il peut très bien dire, attends, Yann, moi je suis pour ce genre de truc, ou alors moi j'ai un accord avec eux. Enfin, moi j'en sais rien. Je remonte l'information en disant, il y a peut-être un sujet là, mais mais tu peux pas aller plus loin. Ben non. Mais ce que je veux dire, c'est que quel est l'intérêt dans ces cas-là de dire dans mon robot TXT, je déclare que je refuse l'accès au robot crawler d'OpenAI si il y a plein de moyens détournés de récupérer quand même ces contenus. Les moyens détournés, à mon avis, là pour le coup, ce serait assez intéressant de les enlever du trafic, parce que de toute façon, ça ne fait pas de trafic. Non, ça fait pas de vrai trafic. Il y a pas d'impression publicitaire. Il y a zéro monétisation. Voilà, et ça, en fait, ça ne se voit pas dans les stats en fait. Ouais, il faudrait refaire un peu, j'allais dire un peu comme aux États-Unis sur les aides où en fait on remet à zéro et puis on réajoute manuellement ceux qui sont vraiment importants, etc. Parce que je sais ce que font pas mal d'éditeurs en ce moment. Tu sais, se dire, en fait, on est dépassé, il y en a trop, on sait pas qui c'est. Hop, je bloque tout le monde et je rajoute manuellement. Voilà, donc ça, ce sont des démarches qui sont actuellement faites. Alors, déjà par les Échos, ils s'en cachent pas. Ils ont donc un accès avec paywall et tout est bloqué sauf leurs partenaires et les abonnés. Et les abonnés. On est d'accord que les robots ne peuvent pas passer derrière les paywalls. Non, mais je veux la réponse honnête. La réponse honnête, c'est que c'est dangereux. Là, pour le coup, faut faire attention. Mais j'en vois. D'accord. Alors j'en vois parfois. Selon la qualité de la techno utilisée pour le paywall, que ce soit côté serveur ou côté navigateur, etc. Ou j'en vois, y compris sur des sites qui sont bien vissés quand même. D'accord. Ouais, il y en a, mais peu. Hein. Franchement, okay. C'est quand même assez dangereux de passer derrière un paywall. Mais il y en a, oui, il y en a. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, quoi. Et il y en a même. Alors ça c'était une surprise même pour l'éditeur. Hein, c'est que l'éditeur fait un partenariat avec une société. Pour ce partenariat, la société a besoin de récupérer le XML de l'éditeur. Donc l'éditeur dit ok, donnez-moi les IP, comme ça je vous laisse passer. Mais la société en question n'a pas la structure pour
crawler, scraper et récupérer et mettre en forme ce qui est scrappé. Donc elle passe par un prestataire, et justement ce faire. prestataire est un dataset. D'accord. Et qui revend à 0,000 X dollars l'article. L'article, quoi. Alors en plus derrière le paywall là, en l'occurrence. Donc attention à qui on travaille aussi quoi dans ce genre. Oui, attention au contrat. Encore une fois, le juridique, là, le service juridique qui avant était peut-être il y a encore une dizaine d'années un peu le monsieur Tampi du BizDev va devenir un apporteur d'affaires, je pense. Ça peut générer de l'argent maintenant le service juridique. C'est intéressant. C'est vraiment devenu un outil de sales intelligence quoi. Ouais. Plus qu'un sujet technique. Alors il y a de la technique et il faut toujours se mettre à jour et c'est ce que vous faites bien chez Bots Corner, mais derrière c'est quand même des gros enjeux business quoi. Ouais. Si tu devais donner un conseil à un éditeur qui voit ses contenus aspirer mais il sait pas par où commencer, je sais pas, quelqu'un qui écoute ça, qui est pas un des gros, qui est capable de monter une task force, etc. Par quoi il peut commencer? Déjà par prendre Bots Corner. Est-ce que tu peux? C'est quoi le modèle économique de Bots Corner? C'est pas indiscret, j'imagine. Hein, non. On est donc pas un centre de monétisation, hein, donc nous on fait de l'analyse. Vous faites pas les négos, vous faites pas la revente. Alors c'est ce que je faisais avant dans le cadre du GIE que j'avais monté. Oui, je connais les négos et je connais la difficulté de négocier. C'est long. Mais c'est payant. Bots Corner remonte les informations et permet d'élaborer des stratégies. Donc ce service, il est valorisé à la requête en fait, et donc on compte en millions de requêtes mensuelles. Voilà, donc ça fait des budgets qui sont tout à fait envisageables, y compris pour des petits éditeurs. C'est proportionnel a priori à ce qu'ils produisent. Voilà. Et donc voilà, commencez par là, évidemment. C'est commencer par vous confier les logs, vous puissiez un peu regarder ça. Et l'éditeur le sait. Ouais. L'information, c'est important, c'est ce qu'il vend. Ouais. Donc voilà. Donc l'information, c'est le pouvoir. Et en l'occurrence, si vous ne savez pas qui vient et dans quelle proportion, vous pouvez pas élaborer de stratégie. Ça commence par là déjà. Ouais. Et tu vois un peu, puisque tu étais sur plusieurs pays, et c'est les mêmes problématiques partout. On est vraiment sur le même niveau de maturité, et c'est les mêmes problématiques d'un pays à l'autre. Exactement les mêmes. Ouais. Exactement les mêmes. Quand on a branché le premier éditeur canadien, Le Devoir, en 10 heures après, il y avait déjà 850 crawlers commerciaux qui étaient référencés, qui rentraient sur les stats qu'on voyait directement, et donc on les avait déjà avec les éditeurs français, et de la même manière avec Frankfurter. Pour toi, ça va très vite dès que tu l'as. Dès que c'est branché en 24 heures, vous avez la correspondance était capable de dire tiens, c'est un tel. Et c'est très mouvant. Je veux dire, prendre une copie de la base de Bots Corner aujourd'hui et penser qu'elle va servir pendant 2 ans. Ça va à une vitesse. Ces sociétés naissent et meurent très vite. Ou naissent et se font racheter très vite. C'est hyper fluctuant. T'as aujourd'hui quelques beau succès. Qu'est-ce qui je reviens sur Bots Corner, mais derrière, voilà, d'un éditeur ou d'éditeurs, plusieurs éditeurs qui ont réussi des négos grâce un peu à l'identification et Bots Corner dans la boucle. Alors oui, mais ils me donnent jamais le montant de temps. Non. Et ils ne veulent pas que ça se sache visiblement. Et comme moi je suis tiers de confiance, j'anime un réseau d'éditeurs en fait. Hein. Je partage ce que je peux partager. Je pense que je suis mis à l'écart de ce genre de secret. Il faudrait leur demander en direct. Il faudrait que je leur demande. Ouais. Ça pourrait être une question récurrente un petit peu sur le sujet. Est-ce que vous connaissez un peu votre log et avec qui vous avez signé? Non, c'est intéressant. Est-ce que si on se projette un petit peu, peut-être à horizon 3 ans, alors tu l'as dit, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, donc c'est pas évident et ça peut être complètement différent, mais est-ce que la transparence du trafic B2B, hein, c'est ce dont on parle, sera vraiment la norme, ou est-ce que ça va continuer ce jeu du chat et de la souris, course aux armements entre scrappers et détecteurs, hein, ce que tu es, ça va s'intensifier? Alors, à mon avis, ça va s'intensifier. Pour l'instant, je n'ai jamais vu le marché aller vers quelque chose de plus légal. D'assainissement ou de normalisation. Ouais, jamais. À chaque fois, l'éditeur est vraiment le laissé pour compte, on va dire, de ce marché, jusqu'à ce qu'ils prennent les choses en main. Hein. Donc le tarif actuellement, depuis des datasets professionnels, c'est un tarif avec 3 zéros
derrière la virgule, et donc un chiffre qui fluctue entre 2 et 9 dollars par article. Les promesses de monétisation qui sont faites par des gens comme Cloudflare ou Microsoft, enfin tout le monde veut faire sa marketplace maintenant. On verra, mais pour l'instant, les chiffres qui me remontent, ça fait une valorisation qui est quand même très très faible. Et puis ce genre de paper crawl est proposé donc par des boîtes qui par ailleurs investissent des sommes considérables sur ces nouveaux serveurs à puce Nvidia, et donc donc bon, entre un éditeur hébergé sur ce genre de service et un investissement massif en dizaines de milliards de dollars pour les serveurs. Qui va être privilégié, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, on attend de voir. Il n'y a pas de chiffre d'affaires qui remonte sur le paper crawl. Le tarif, encore une fois, est à 3, enfin un chiffre et 3 zéros. Enfin, millième de centime. Donc ça ne vaut rien encore. Et c'est en concurrence avec le paper crawl qui lui a un zéro de moins et qui se partagerait, si on est dans un cadre d'IA, entre tous les articles qui ont généré une réponse, divisé par 2 parce qu'après il faut laisser 50% de commission. Enfin, c'est des poulièmes. Pour l'instant, je pense que ce genre de service de monétisation, j'y crois pas. En plus, l'éditeur peut pas vérifier puisque l'accord se ferait entre le paper crawl et il serait même pas dans la boucle de mesure. Donc vous voyez rien. Et moi j'ai pu vérifier. Alors bon vouloir. Voilà, donc j'ai pu vérifier que quand on va vérifier les contrats, on gagne de l'argent. Et puis surtout, on connaît le marché et les utilisations. Une fois que l'article est parti chez quelqu'un qui l'a acheté, est-ce que c'est un dataset? Est-ce que c'est un utilisateur vraiment final qui va pas le refiler à d'autres gens encore? Enfin, l'éditeur a besoin de contrôler sa diffusion et alors, dans le numérique, c'est infernal. Donc vraiment, c'est un peu la jungle des cow-boys, quoi. Un peu, ce que je veux dire. Enfin, le Far West plutôt et les cow-boys pour vraiment. Des cow-boys dans la jungle, c'est tout à fait ça. Non, c'est fou. C'est assez incroyable, alors qu'il y a une réserve quand même de monétisation. Et bon, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression quand même que tout le monde en prend conscience, que BotCorner aide justement à être ensemble, plus fort. Partager un même outil qui remonte les mêmes informations à tout le monde, ça permet déjà d'avoir un langage commun. Et donc de pouvoir élaborer des stratégies plus intelligentes. Voilà. Donc ça c'est le préalable à une prise de conscience, et après il faut aller négocier, faut faire du lobbying pour que les bons véhicules, le geste, les syndicats, exactement, le DVP, CFC, etc. L'État aussi, évidemment, bien sûr. Il faut se faire. Donc tu as une brique un peu dans exactement, in the wall. In the wall, exactement. Toute dernière question, puisqu'on est au bout de cet épisode, Yann. Est-ce que tu aurais un truc cool à nous partager? Cool. Alors c'est drôle. C'est drôle parce que cool. Donc hier soir, je dînais avec ma copine et entre deux virgules, je lui dis oui parce que moi je suis cool. Donc elle me regarde et elle éclate de rire. Ah, vexant. Donc je ne suis pas cool. Alors pour proposer quelque chose de cool, ça va être difficile. Alors un truc cool pour Yann Gilbert. Pour Yann Gilbert, on sera jugé les auditeurs. Voilà. Donc alors moi je me suis beaucoup aidé de la lecture des historiens de l'Antiquité. Donc les Thucydides, Hérodote, Sallust, Polybe, etc. Tous ces historiens qui ont parlé de l'histoire, mais en la vivant, et qui étaient des penseurs, des philosophes et des guerriers. Et je pense qu'on est revenu un peu dans cette, on peut dire des jungles et des cow-boys ou des choses plus musclées, on va dire, dans guerriers. Et je conseillerais alors la lecture de l'Anabase de Xénophon. D'accord, je mettrai ça en note de l'épisode, l'Anabase de Xénophon. Voilà, et c'est le rassemblement de tout un tas de mercenaires grecs trop engagés en Perse. Ils vont faire 3000 km à pied en territoire hostile et leur seule force sera le fait qu'ils sont tous ensemble et qu'ils agissent comme un seul homme. Ça fait un peu 300, c'est le film 300, mais c'est pas la même histoire. Non, c'est pas du tout la même histoire. Non. Mais là, ils sont 10 000.
Je vois l'anabase de Xénophon. Écoute, ça promet. Et la toute dernière question qui a aucun rapport, à quand un recueil de dessins de Yann Gilbert? Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu dessines très bien, t'envoies régulièrement des petits dessins par SMS. Oui, j'adore cette fonctionnalité d'Apple que je conseille à tous les utilisateurs d'Apple. Quand vous envoyez un SMS à un de vos amis avec lesquels vous avez déjà échangé, parce que ça peut pas se faire au premier contact, mais vous mettez votre iPhone à l'horizontale et tout en bas à droite du clavier, vous verrez un petit trait. Donc vous appuyez sur le petit trait et ça vous permet avec votre doigt de dessiner des choses ou de marquer des trucs. Et c'est très marrant. Et on le voit en direct, etc. Voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, si vous avez la chance de converser avec Yann, vous aurez peut-être la chance d'avoir un petit dessin. Yann, merci beaucoup pour ton temps, d'être venu expliquer un sujet qui n'est pas simple. Non. Qui est technique, mais qui est surtout, et c'est ça qui me plaît, des opportunités business derrière qui sont assez énormes, parce que quand on voit un peu tout ce qui est fait dans le dos, sur le dos des éditeurs, je trouve ça assez effarant. Mais on se rend compte aussi de la tâche du côté de David contre Goliath, aller se battre contre les plateformes toujours. Et voilà, et le message que je répète régulièrement, c'est ensemble on est plus fort. Donc syndiquez-vous, allez voir les syndicats, les groupements d'éditeurs. Xénophon. Xénophon. Ensemble on est plus fort, et voilà, soyons des mercenaires grecs pour aller se battre. Voilà, Bots Corner, je mettrai toutes les infos, tout ce qu'on a parlé dans les notes de l'épisode. Merci Yann. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, alors 5 étoiles au minimum, bien sûr, et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com, François sans cédille, @justcosa.com, ça s'écrit JUSTCOSA.com, ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.